qu'on a le grand plaisir d'accueillir Émilie Lannoy aujourd'hui, qui fait partie de l'IPLESP et qui a une grande expertise en termes d'inférence causale et qui va nous parler aujourd'hui dans ce cadre de la théorie des dagues. Donc un grand merci Émilie d'avoir accepté notre invitation. Et puis je vais te laisser la main et peut-être te laisser te présenter de manière un peu plus détaillée avant de commencer ton topo. Merci à toi. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, avant tout, donc, je remercie Florence et David donc, de me donner l'opportunité de faire ce séminaire donc, en 2 parties sur l'inférence causale. Donc, en fait, donc, moi, je travaille en tant qu'épidémiologiste biostatisticienne à l'INSERM dans l'équipe Clépivir, particulièrement sur les données de la cohorte ANRS CO4 FHDH. Et donc, depuis une quinzaine d'années maintenant et ma recherche postdoctorale, j'ai travaillé donc sur l'inférence causale et donc à l'époque, c'était déjà sur des données observationnelles donc de la cohorte ANRS CO4 FHDH. Et parallèlement à cette activité, et j'aurai l'occasion d'y revenir durant les 2 présentations, en fait, j'ai toujours travaillé aussi sur, parallèlement à cette recherche en inférence causale, j'ai travaillé sur des données, des designs d'essais interventionnels de phase 1 à 3 et donc voilà, on pourra en discuter au fur et à mesure. Alors, je vous prie de m'excuser, c'est que mes diapositives, elles sont un peu mixées entre le français et l'anglais parce que donc là, j'ai réfléchi aujourd'hui donc à faire un contenu donc en prévoyant en 2 parties sur cette partie théorie des dagues. Donc, il y a certains éléments qui sont issus de cours que j'ai pu donner en Master 2. Pardon ? Et d'autres qui sont issus de présentations donc, que j'ai pu faire auparavant, notamment dans des ateliers INSERM. Donc, les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont d'introduire la théorie des directides acycliques graphes, les graphiques orientés dirigés, les DAG, de représenter les indépendances conditionnelles par ces DAG. Et donc, de présenter en fait une approche structurelle qui est permise par les DAG en situation observationnelle. Et donc, on va observer comment un certain nombre de biais peuvent être représentés donc, par les DAG, mais aussi en situation interventionnelle. Enfin, j'aborderai des notions dans les DAG de médiation et de modération avec des exemples en épidémiologie environnementale. Et après une courte présentation sur DAG et une courte diapositive sur DAG et données manquantes, on verra aussi des applications des DAG en situation multidimensionnelle sur les données omics par exemple, et donc quand le DAG est inconnu. Donc, la théorie des DAG a été introduite par Judea Pearl depuis les années 80. Alors, en fait, on a donc une variable d'exposition, donc on va appeler T, par exemple, le traitement, et un outcome d'intérêt, M, la maladie. Et donc, en fait, quand on ne sait pas si une variable, alors ces 2 variables, elles sont ordonnées dans le temps, donc il y a l'exposition et puis le critère, la survenue du critère de jugement, enfin, de l'événement d'intérêt. Et donc, quand on ne sait pas si dans un DAG, s'il y a un effet causal ou pas de T sur M, on trace la flèche. Donc, la flèche, ça veut dire qu'il peut exister un effet où il ne peut ne pas en exister. Quand il n'y a pas d'effet causal de T sur M, donc on n'a pas de flèche. Donc en fait, toute l'information contenue dans le DAG, elle est dans l'absence de flèche. Évidemment, quand on représentera, par exemple, sous H0, donc sous l'hypothèse nulle, quand on veut identifier l'effet causal d'un traitement sur une maladie, eh ben, on ne dessinera pas de flèche. Donc, ce sera par convention de notation. Donc là, en fait, on va regarder les différents chemins qui peuvent exister entre 2 variables A et B avec une variable C. Donc là, en fait, on a un chemin ouvert entre A et B quand je peux suivre les flèches.
entre A et C, C et B. Réciproquement, on pourrait avoir une flèche entre B et C, C et A, ce serait toujours constitutif d'un chemin ouvert. Un chemin ouvert aussi, ça peut être une flèche qui va de C vers A, une flèche qui va de C vers B. Dans ce cas-là, on parle aussi d'un chemin ouvert. En fait, l'unique situation, là, donc, quand on a trois variables, enfin une variable C et donc la variable A et B, la seule situation où on a un chemin fermé entre A et B, c'est quand on a un collider. En fait, quand on a une collision entre les deux flèches. Alors, je sais que le terme n'est peut-être pas très, très joli d'avoir un terme anglais. Seulement, collisionneur ou les autres termes qui ont été proposés en inférence causale ne sont pas forcément très adaptés. Ça se réfère plus à la physique des particules. Et donc, voilà, on utilise vraiment collider le plus souvent. Alors, en fait, quand on conditionne sur C, en fait, quand on ajuste dans un modèle multivarié classique, c'est qu'on met une boîte sur C, graphiquement. Et donc, mettre cette boîte sur C, ça va fermer les chemins qui étaient ouverts. Donc là, vous voyez, c'était le chemin qui était ouvert ici. Et donc, on met la boîte sur C, on ferme le chemin qui était ouvert. En revanche, si on conditionne, donc si on sélectionne sur C, si on ajuste sur C, on va ouvrir, donc si on conditionne, on sélectionne sur un collider, et ben on va ouvrir le chemin qui était fermé. Alors, ce qu'on veut, en fait, le but de répondre à une question causale, c'est on veut savoir, par exemple, répondre à une question en recherche clinique, comment traiter. Donc, tout simplement, on va comparer deux premières lignes de traitement. Et donc, en fait, on veut mesurer l'effet causal du traitement T sur la survenue de l'événement M. Alors, évidemment, le traitement, ça peut être un traitement médicamenteux comparé à un traitement standard, un placebo. On peut avoir tout type de traitement. Par exemple, on peut choisir de comparer une greffe bilatérale versus une greffe unilatérale. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme exposition au traitement. Et M, ça va être comment la survenue du décès, d'une morbidité, d'une progression, d'une rechute. Donc, ce qu'on fait statistiquement, c'est qu'on évalue l'association entre T et M. Et à quel moment, en fait, on va pouvoir identifier un effet causal de T sur M. Alors là, c'était juste un petit point. Donc, ça, c'est une diapositive que je montre plus aux étudiants de M2 parce qu'elle est parlante. Donc, avec un DAG que j'ai emprunté à Elie Murray qui donc travaille à la Boston University. Et donc, en fait, on voit qu'à la saison des glaces, c'est associé avec une recrudescence des cambriolages. Et donc, évidemment, en fait, on voit que sous l'hypothèse nulle que ce n'est pas le fait que ce soit la consommation de glace qui incite, qui a un effet causal sur la survenue des cambriolages, on voit que sous l'hypothèse nulle, il y a un chemin ouvert entre la consommation de glace et la survenue des cambriolages, parce qu'évidemment, c'est la saisonnalité. L'été, il y a plus de glaces qui sont achetées et de même temps, il y a plus de survenue de cambriolage favorisées par le fait que les gens sont en vacances et donc que leurs logements sont laissés vacants. Donc, si on prend un exemple plus de recherche clinique, donc par exemple, on est sur notre traitement T, et donc, on veut savoir s'il a un effet causal sur la survenue de l'événement M. Donc là, on peut dire, c'est regarder comment la survenue d'une morbidité sévère. Et donc, il y a I qui va être le vrai niveau biologique et clinique du patient. Et puis ça, on va pouvoir l'appréhender par un certain nombre de biomarqueurs qu'on mesure, des scores pronostiques, des indices de Karpowski, des données de composition corporelle, enfin, d'un tas de facteurs de confusion qui peuvent exister. Et donc, vous voyez, là, entre T et M, on a un chemin ouvert puisque C est lié à l'indication du traitement T et C sont aussi des facteurs pronostiques de la survenue de M.
Donc là, ça nous permet d'avoir un peu d'un point de vue DAG, en fait, les facteurs de confusion. Donc, un potentiel facteur de confusion, ça va être tout facteur qui va être associé avec l'allocation de traitement. Et donc, on aura un vrai facteur de confusion quand une variable sera associée à la fois à l'allocation de traitement et sera pronostic de la survenue de l'événement. Donc voilà, en fait, on a des chemins ouverts entre T et M, puisque T et M sont conséquences communes des facteurs de confusion. Par contre, si une variable, elle n'est ni associée à l'indication du traitement, à l'exposition au traitement, et qu'elle n'est pas pronostique, eh ben, elle n'est pas facteur de confusion et donc il n'est pas utile de la représenter sur le DAG. Donc là, en fait, quand on va statistiquement mesurer l'association entre T et M, donc je vous rappelle, si j'étais sous l'hypothèse nulle, bah, je trace pas le DAG, enfin sous H0, il n'y a pas la flèche entre T et M. Bah, on voit qu'il y a quand même une association structurelle parce qu'ils sont conséquences communes de C. Donc, par exemple, si on regarde en cancérologie, bah, on a C qui va être l'expression, par exemple, d'une altération moléculaire dans la tumeur. Ça va pouvoir être associé à la prescription du traitement, parler par exemple d'une thérapie ciblée du cancer, et ça va aussi être, ça peut aussi être pronostic. Et donc là, quand on va regarder en fait les gens qui sont traités et non traités, ou traités par le traitement expérimental et par le traitement qui nous intéresse et par le traitement d'intérêt ou traités par son comparateur, et ben en fait les traités et les non traités par le traitement d'intérêt ne sont pas interchangeables. Alors, il y a le biais d'indication. Alors, vous allez voir, en fait, c'est tous les biais, en fait, tels qu'on les appelle en épidémiologie. En fait, d'un point de vue DAG, ils sont vraiment plus liés à la situation du facteur qui est de confusion sur le DAG, et donc par la représentation, en fait, du biais. Et donc, on veut, dans cette situation-là, mesurer l'effet causal de T sur M. Alors là, c'est juste donc quelques petites notions théoriques supplémentaires. Donc en fait, un DAG statistique, c'est en fait le DAG complet, le DAG non informatif. Donc en fait, parce que j'ai dit toute l'information est dans l'absence de flèche. Donc si on a 4 variables par ordre chronologique, V1, V2, V3, V4, et bien dans un DAG statistique, en fait, c'est le DAG complet. On va avoir V1 qui va avoir pour descendant V2, V3, V4. Et V2, il aura V3 et V4, V3 à V4. Donc, on a tous les liens, tous les effets qui sont représentés. On n'a pas d'information. Le DAG causal, c'est le DAG dans lequel toute l'information est dans l'absence de flèche. Et donc ça nous permet de définir une condition de Markov causal, une hypothèse, c'est que toute variable qui n'est pas causée par une variable donnée VI sera indépendante de ces variables conditionnellement aux causes directes de VI. Alors, je vais vous montrer avec un exemple. On prend V3. V3, il n'est pas causé par V2, puisque vous voyez, il n'y a pas de flèche entre V2 et V3. Donc, il n'y a pas de chemin entre V2 et, enfin, il n'y a pas de flèche, pardon, entre V2 et V3. Il n'y a pas d'effet causal entre V2 et V3. Par contre, il y a un chemin qui passe entre V2 et V3, qui passe par V1. Il y a un chemin ouvert, comme on a vu tout à l'heure. Si je conditionne, donc si je mets une boîte sur V1, qui est une cause directe de V2, V1, donc c'est un parent direct de VE, puisque V1 a un effet causal sur V2. Si je mets une boîte, je ferme ce chemin. Et donc, on a bien V2 et V3 qui sont indépendants quand je conditionne sur V1. Alors, on verra ça plus dans la séance du 27 juin, de voir les applications donc, de cette hypothèse causale de Markov. Donc,
Voilà, c'était une première introduction donc, assez rapide de tout ce qui existe, en fait, enfin, de toutes les notions donc, pour tracer le DAG. Et maintenant, en fait, on va regarder comment ces DAG s'appliquent en situation observationnelle pour commencer. Alors, peut-être qu'il il y a des questions sur cette première partie. Alors, je prends rapidement la parole. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions sur le chat. J'en profite pour rappeler aux gens qui sont venus après que je l'ai dit, et je pense la majorité, vous pouvez poser vos questions sur le chat au fur et à mesure. Émilie a prévu de faire des petites pauses pour y répondre et j'essaierai de les poser oralement. Et si la question est un peu compliquée ou un peu complexe à poser par écrit, vous pouvez à ce moment-là demander à prendre la parole et je vous inviterai à réactiver votre son à ce moment-là. Mais pour l'instant, il y a pas de questions. Moi, j'en ai juste une, si je peux me permettre. Je voulais juste donc être sûre que j'ai bien compris. Si tu fais une flèche dans ton DAG, c'est que tu as une relation, mais tu ne sais pas encore si elle est causale ou pas. C'est ça. C'est ça. C'est peut avoir un effet causal ou il n'y en a pas, quoi. Mais donc, dès que dans un article, on montre qu'il y a une association entre, je ne sais pas, le sexe et le traitement, on met une flèche entre sexe et le traitement sans savoir que c'est causal. Oui. Oui, d'accord. C'est peut-être pas forcément dans notre échantillon, mais on est exhaustif sur tous les facteurs de confusion. En fait. D'accord, c'était bien une information intéressante parce que moi, dans ma tête, la flèche, c'était que causal. Donc, effectivement, ça démarrait mal. Ok, merci. Je t'en prie, c'est vrai que voilà, n'hésitez pas donc aussi au fil de. Je vais faire des pauses, donc comme l'a dit David, après chaque partie, mais s'il y a des questions au fil de l'eau, je les prendrai aussi. Donc là, en fait, ces DAG, ce qu'on va voir surtout aujourd'hui, en fait, ça va être un peu une utilisation de ces DAG comme un dépistage des biais de sélection. Alors, biais sélection, c'est un terme très générique, hein, mais on va voir plus en détail. Donc, ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, c'est avec ça que j'ai introduit, là, on a une exposition et un critère de jugement donc, qui est une maladie, et on a L des facteurs de confusion. Donc, on voit que E est des conséquences communes de L, un chemin ouvert sur le DAG. Et donc, si je mesure l'association entre E et D, sous l'hypothèse nulle, là, qu'il n'y a pas d'effet causal de l'exposition sur la maladie, je vais trouver une association, puisque il y a le fait qu'il soit conséquence commune de L. Et donc ça, cette figure, elle est issue d'un article qui a presque 20 ans maintenant de Miguel Hernan dans Épidémiologie, qui va vraiment servir de conducteur en fait un peu à cette partie-là. C'est donc l'outil, comme je l'ai dit, du DAG pour regarder, observer ce que ça pose comme question. En fait, à chaque fois, quand on se retrouve dans une situation où nos traités par le traitement d'intérêt et les traités par le comparateur, ils sont plus interchangeables. Ils diffèrent en fait sur leur risque de présenter la maladie. Alors, il y a un autre biais qui peut survenir. Tout à l'heure, en fait, j'ai dit que quand on avait un facteur, donc là, comme C représenté sur ce DAG, on a C qui est un effet commun de l'exposition au traitement et de la survenue de la maladie. Et donc, si je conditionne sur C, donc si je sélectionne sur C, là, on va avoir un biais de type Bergson parce qu'on va ouvrir un chemin qui était fermé. Alors, je vais montrer après avec un petit exemple. Et donc, vous verrez, si vous regardez cet article donc, de Miguel Hernan dans Épidémiologie, il va de cette façon, en fait, appliquer la théorie des DAG pour un grand nombre de biais qu'on connaît en épidémiologie, par exemple le biais de volontaires sains, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Et là, on va parler surtout du biais de Bergson qui, en théorie des DAG, c'est mon inférence causale, on va plutôt parler de biais de Collider. Alors ça, c'est un exemple classique du biais de Bergson. Donc, en fait, on a une personne qui a une grande collection de timbres, il a 1000 timbres. Et donc, on veut regarder, en fait, s'il y a un lien entre la rareté d'un timbre et le fait qu'il soit jugé beau ou non. Donc, en fait, on a
toute la collection de timbres de la personne. Donc, il a 1000 timbres. Et parmi eux, il y en a 100 timbres qui sont rares et il y en a 900 qui ne sont pas rares. Et puis, si on regarde en fait le fait qu'il soit beau, il y en a 500 qui sont jugés beaux et 500 qui sont jugés non beaux. Donc, on voit bien que la probabilité d'être rare, elle est égale à 10%, que le timbre soit jugé beau ou non. En fait, cette personne, elle décide de prendre ses timbres et de les afficher. Donc, évidemment, la personne, elle va afficher ses timbres rares parce que c'est le joyau de sa collection, c'est la rareté donc, de ses timbres. Et puis, il va aussi afficher ses timbres qui jugent beaux, donc pour des raisons esthétiques. Et donc là, on va regarder en fait s'il y a une association entre la beauté et la rareté des timbres sur les 550 qui vont être exposés en fait, donc chez ce collectionneur. Alors, il va parmi ces timbres, il va prendre les 100 timbres qui sont rares, et donc on a dit il va prendre les 500 timbres qui sont beaux, parmi lesquels il y en a 50 qui sont rares. En fait, si je regarde la probabilité maintenant d'être rare, elle est de 100 sur 550, elle est de 18%, sauf que chez les timbres qui sont beaux, il y en a 10%, comme dans la population d'origine, et par contre, tous les timbres qui ne sont pas beaux, ils sont tous rares, donc elle est de 100%. Et donc, en fait, on voit qu'on a créé, si je regarde donc, sur cette sélection, j'observe l'association, alors qu'en fait, ils étaient indépendants, le fait d'être rare et le fait d'être beau, là, on a retrouvé un lien. Donc, c'est ce qu'on trouve dans le biais de Bergson, quand, par exemple, on va travailler sur l'exposition à un facteur de risque et à une maladie, et qu'on va prendre des données hospitalières où on peut se retrouver dans cette situation en sélectionner des patients, en conditionnant sur le fait que les patients, par exemple, sont suivis à l'hôpital. On va trouver des associations qui n'existent pas dans la population d'origine, parce qu'on a conditionné sur un collider. Alors, donc après cet exemple donc, de biais de collider, donc on a vu l'exemple avec le facteur de confusion, l'exemple avec le collider. Là, on va passer à des exemples, donc j'ai repris de présentation de Miguel Hernan sur donc, des expositions à des traitements et donc la survenue d'événements cliniques. Donc là, on veut regarder en fait l'effet causal d'un traitement par aspirine en prévention d'un accident vasculaire cérébral. Alors, ce qu'on sait, c'est que les artères, elles peuvent être détériorées donc, par une maladie cardiovasculaire et que cette maladie cardiovasculaire, elle va entraîner le traitement par aspirine. Et la détérioration de ces artères, elles vont aussi entraîner un accident. Elles peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral. Donc là, la question causale qu'on se pose, c'est est-ce que l'aspirine est un traitement efficace de prévention de l'accident vasculaire cérébral? Donc là, j'utilise souvent cette diapositive en cours, donc c'était pour reformuler vraiment d'un point de vue causal. Donc, l'aspirine a-t-elle un effet causal sur la survenue d'accidents vasculaires cérébrales? Ce n'est pas l'association qui nous intéresse, là, c'est vraiment l'effet causal. Donc, quand on veut regarder l'effet causal, donc là, sous H0 de la variable d'exposition à l'aspirine, la survenue d'accidents vasculaires cérébrales, en fait, on va avoir les patients qui ont des antécédents de maladies cardiovasculaires. Ça va jouer sur l'indication de l'aspirine et ça va jouer aussi sur la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, puisque ces patients, en fait, il y a une cause sous-jacente qu'on ne mesure pas forcément, qui est le fait qu'il y ait des artères détériorées. Et donc voilà, en fait, on voit bien qu'entre A et Y, il y a un chemin qui est ouvert en L.
Donc là, toujours sur cette question, en fait, là, on a dit, regarde l'exposition à l'aspirine et la survenue d'accidents vasculaires cérébrales. Mais donc là, on a regardé, il y a ce facteur de confusion, quoi, les antécédents de maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, on a un lien, on a un chemin ouvert qui passe par elle. Mais on peut aussi être dans des situations où dans notre étude, on va avoir des données qui vont être sélectionnées d'une certaine façon, des bases de données hospitalières, des bases de remboursement de soins. Et donc, il va falloir envisager que peut-être, sur le critère de sélection, on conditionne peut-être sur des colliders. Et donc, on peut créer aussi on peut rencontrer des biais ou des associations structurelles entre A et Y, alors qu'il n'y a pas d'effet causal de A sur Y. Il y a aussi, évidemment, dans les DAG, on peut aussi faire intervenir, il y a tout ce qui va être lié au diagnostic de l'accident vasculaire cérébral. Et donc, on va peut-être avoir un accident vasculaire cérébral qui va pas être, on va peut-être avoir des biais de recueil, des biais de détection et tout ça, des biais de mesure qui peuvent aussi apparaître sur le DAG. Donc là, on va présenter un autre exemple, c'est celui du traitement hormonal substitutif de la ménopause par œstrogène et la survenue d'un cancer utérin. Alors, juste pour information, c'est vrai que les méthodes causales au début des années 2000, ça fait partie des choses qui ont été beaucoup étudiées en fait par inférence causale. Il y avait aussi la vaccination par hépatite, contre l'hépatite B, pardon. Et donc ça, c'était vraiment au début beaucoup de données. Et donc, les données sur le THS, avec notamment les données de la Women Health Initiative, ont beaucoup été étudiées par des méthodes d'inférence causale. Alors, en fait, donc, on veut regarder donc, ce qui nous intéresse, donc, c'est l'exposition au THS et la survenue d'un cancer utérin, sachant qu'il y avait une association qui était trouvée dès le milieu des années 90. Alors là, ce qu'on va pouvoir regarder, en fait, quand on regarde le DAG, c'est qu'on sait que le cancer utérin, il entraîne des saignements. La prise d'œstrogène dans le traitement hormonal substitutif va aussi entraîner des saignements, et ça, qu'il y ait un cancer utérin ou non. On sait qu'il y a beaucoup de cancers qui sont non diagnostiqués et que les saignements, ça peut être un symptôme qui va entraîner le dépistage puis le diagnostic de cancer utérin. Donc, quand on se pose la question de savoir si l'exposition donc, aux œstrogènes est un facteur de risque de cancer utérin, et donc, il va falloir considérer un éventuel biais de diagnostic et biais de surveillance, puisque en fait, ce qu'on va disposer comme données, je suis désolée, la diapo n'est pas très jolie. Donc, on a les saignements, on a les œstrogènes, on a les cancers utérins diagnostiqués dans notre base de données, mais en fait, on sait que les cancers, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'ensemble des cancers utérins, qu'ils soient mesurés ou pas. Et donc, le fait qu'il y ait des saignements, ça va entraîner le diagnostic. Donc, même quand on n'a pas de flèche entre œstrogène et l'ensemble des cancers utérins, on a une association structurelle. Et donc, en fait, là, on a la représentation par le DAG de ce biais de diagnostic de surveillance. Alors, un exemple encore donc, de typologie des biais. Donc ça, c'est un article qui était intéressant, qui a été fait donc, dans le cadre des études épidémiologiques en fait, sur le risque de Covid-19 et de maladies à Covid sévères. Et donc en fait, qui montre aussi un exemple de conditionnement sur un collider. Alors, je passe un peu sur... Je ne vous refais pas la définition. Hein. Et donc, on a par exemple cette figure-là de l'article, en fait, où on a des personnes en fait, qui vont participer à une étude.
donc sur le Covid-19. Et en fait, il va y avoir comme utilisation d'une application sur un téléphone mobile pour notifier donc les cas de Covid. Alors, on sait qu'on veut regarder l'effet de l'âge comme facteur de risque d'infection Covid-19 et d'infection Covid-19 sévère. On sait que les personnes les plus âgées, elles vont être moins utilisatrices d'applications mobiles. Et le fait de, par exemple, si on demande aux gens de déclarer qu'il y a une infection ou qu'il n'y en a pas, s'il y a une infection, peut-être qu'il va y avoir plus d'usage du téléphone mobile. Et donc là, on a encore un biais de collider. En fait, c'est conséquences communes de l'âge et de la survenue de l'infection. Donc, de même, les équipes qui ont travaillé en fait pour regarder. Donc là, en fait, dans ces diapositives, toujours c'est le facteur. Pardon, j'aurais dû commencer par là. Le facteur d'exposition qu'on considère en bleu. En vert, on a l'outcome d'intérêt. Donc là, c'est la sévérité Covid-19. Et en orangé, en fait, c'était le Covid-19. Et donc là, en fait, on a des données, par exemple, chez les soignants. Et on veut regarder donc l'effet du statut tabagique sur la sévérité de la maladie de Covid-19. Et donc, on peut avoir un biais de collider, un biais type biais de Bergson, parce que en fait, si on conditionne sur donc, le fait d'être sélectionné dans l'échantillon, d'avoir fait un test Covid, le fait d'avoir fait un test Covid, ça va être lié à la sévérité du Covid. On s'attend à que plus le Covid soit sévère, plus il y a la probabilité d'être testé. Ça va être lié aussi au fait que la personne est soignante. Il va y avoir plus grande pratique des tests. Or, ce statut de soignant, il est aussi lié à notre facteur d'exposition, donc qui est le tabagisme. Et là, on a un dernier exemple. Alors là, on a la survenue de décès, on a le collider qui est l'hospitalisation. Là, on regarde l'exposition aux inhibiteurs angiotensine, je crois, et Frailty, la fragilité des patients, donc qui vont être à la fois liés à l'hospitalisation et au décès. Et donc, quand on va regarder le lien entre ces inhibiteurs et le décès, on conditionne sur un descendant de collider. Alors oui, c'est quelque chose que j'ai oublié dans la partie théorique, c'était de dire, en fait, quand on conditionne sur un descendant de collider, on ouvre le chemin qui était fermé de la même façon que si on conditionnait sur le collider. Ça a le même effet, en fait, de conditionner sur un descendant de collider ou sur le collider. Donc, un dernier exemple, je vais passer assez vite sur celui-ci. C'est un article donc, alors ça devient vite ancien. C'était au moment où il y a eu des articles sur l'intérêt d'une 3e dose de vaccin, chez quel patient, dans la population générale, à quel moment. Et il y avait des données observationnelles. Et donc là, il fallait aussi prendre en compte le biais de confusion. Les vaccinés en premier, ça pouvait être, on a pu commencer par vacciner donc dans les données observationnelles d'abord les patients les plus âgés, les plus immunodéprimés. Et donc, un biais de collider, c'est que la probabilité d'être testé, donc c'est comme je vous ai montré la diapositive précédente, pour des formes asymptomatiques ou légères, à l'époque où on a fait ces études, ça dépendait du statut vaccinal. Ah, pardon, j'ai passé un peu vite. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie, sur les DAG en situation observationnelle? Alors, à nouveau, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat, mais si vous en avez une, prenez la parole. Dans ce cas-là, je vais en profiter. Si tu peux revenir sur la diapo 22, la précédente, en fait. Celle-là? Ouais, c'est juste pour illustrer ma question. En fait, j'en ai deux. Au-delà de dire que
la présence d'un collider fait qu'on pourrait ouvrir un chemin et créer une association qui n'existe pas vraiment. Est-ce qu'on peut aussi prédire le sens de cette association ou c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué en étudiant ce type de schéma? Genre, si on dit que la flèche, si on rajoute qu'il y a une Oui, association alors en positive ou effet, négative, ouais. c'est une très bonne question. En fait, les sens d'association et les tailles d'effet, elles ne sont pas représentées sur les DAG. En fait, les DAG, ils codent les indépendances conditionnelles et ils permettent aussi de regarder, de regarder les biais. Mais c'est vrai qu'on a ni le sens de l'association, genre c'est protecteur, c'est délétère, ni la taille de l'effet, ce qui parfois, dans l'exemple que j'apporterai tout à la fin sur le multidimensionnel, c'est pas forcément le plus pratique en fait de ne pas pouvoir le représenter. Mais voilà, c'est juste structurellement en fait. Mais si on les rajoutait, je sais pas comment dire, un bon vaguiste pourrait dire que l'association fictive va dans tel sens, on retrouverait un effet protecteur du tabac dans la situation décrite en B, par exemple. Oui. Non, c'est vrai que c'est là, ça peut peut-être un peu partir loin, mais ça me fait penser un peu à ce qui peut être utilisé parfois en inférence causale, ou même en dehors de l'inférence causale, c'est quand on va regarder une exposition contrôle ou un événement contrôle. Alors, ce que j'entends par exposition contrôle, en fait, on va regarder la survenue, on va regarder notre critère de jugement et on va prendre une exposition contrôle, c'est une exposition à laquelle on imagine qu'il n'y a aucun effet causal de cette exposition sur la survenue de l'événement. Et donc, si on trouve des associations dans ce cas-là, en fait, c'est d'être quasiment dans un cas où on est sûr que l'hypothèse H0, elle est vraie. Et si on trouve des associations dans ce cas-là, on arrive à quantifier en fait dans quel sens elle va un peu le biais. Et réciproquement, on peut regarder aussi un événement contrôle. Et donc, par exemple, la semaine dernière, on m'avait demandé de regarder pour l'ANSES un article sur l'usage du téléphone portable et la survenue de gliome. Et c'était beaucoup de données écologiques. Et bon, on voyait qu'il manquait des données pour contrôler la confusion. Et c'est vrai que pour interpréter les résultats, on aurait eu une exposition contrôle, c'est-à-dire quelque chose dont on suit la consommation, qui n'est pas le téléphone portable et qu'on ne suppose pas du tout associé à la survenue de gliome, ou à l'inverse, suivre d'autres ou symétriquement, suivre d'autres pathologies que le gliome, mais la survenue de cancer dont a priori il n'y a pas d'effet causal de l'usage du téléphone portable. Et dans ces cas-là, c'est vrai que quand on regarde, ça permet de mesurer cette association résiduelle cette association structurelle, et donc ce biais résiduel qu'il y a entre l'exposition et la survenue du critère de jugement, voire même de l'intégrer dans les calculs un peu pour calibrer en fait quand on va mesurer l'effet causal de l'exposition d'intérêt sur la survenue du critère de jugement. Ouais, merci. Et deuxième question, et qui va être en lien avec une question qui vient d'être posée sur le chat par Benoît, je crois. En fait, c'est à nouveau en regardant le schéma B qui est un peu déprimant quand on y pense parce que, en fait, si on remplace smoking par n'importe quel facteur de risque, on a l'impression qu'on peut reproduire ce schéma un peu systématiquement et que ce schéma remet en cause toute étude qui est faite sur des personnels de santé. Enfin, tout personnel de santé a peut-être moins de facteurs de risque, mais a plus de chances de se tester. Donc, tout facteur de risque va être faussement associé à la sévérité du Covid, ou en tout cas un petit peu biaiser les résultats. Et ce que dit Benoît, qui dit un peu autrement, c'est j'ai l'impression que dans les exemples donnés, le DAG permet d'expliquer rétrospectivement un résultat identifié qui a surpris ou qui n'a pas été compris, plutôt qu'utiliser en amont des travaux de recherche afin de construire correctement l'étude ou le plan d'analyse statistique. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que ce type de schéma, on l'explique rétrospectivement pour dire non, le tabac, rien à voir, ça ne protège pas du Covid, ou est-ce qu'on les utilise aussi prospectivement en se disant ça, on va pouvoir l'étudier, ou ça, on ne va pas pouvoir l'étudier, ou ça sera dédié? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est vrai que
sur la partie de secours et de cette question en fait du DAG comme outil, parce que quelque chose on discutera beaucoup aussi la prochaine séance, mais quand on mesure les effets d'exposition sur la survenue de critères de jugement et qu'on ne fait pas de causalité, on arrive à avoir des modèles qui sont très correctement spécifiés, qui arrivent à identifier ce qui nous intéresse. Ce n'est pas du tout l'idée d'opposer des méthodes les unes contre les autres. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans les DAG, même en n'allant pas au-delà, et souvent par exemple, quand je fais cours à des étudiants de Master 2, qui ne vont pas forcément utiliser de l'inférence causale à court terme, c'est vrai que l'idée, c'est de se poser déjà la question de la causalité et de quand on observe de l'association, qu'est-ce qu'on a pu mesurer. Et c'est vrai que souvent, même je me resitue moi quand je faisais, avant que je fasse du causal ou même quand j'en applique pas forcément, c'est vrai que parfois, on a des résultats qui sont comment dire, contre-intuitifs, enfin, en assistant à des jurys de Master 2, ça arrive très souvent de dire « Ah, j'ai des résultats contre-intuitifs » et à essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent expliquer. Et parfois, en fait, on aurait le DAG, on verrait que c'est contre-intuitif parce qu'on a conditionné sur un collider. Ça arrive peut-être encore plus souvent qu'avoir oublié des facteurs de confusion. Parce que finalement, les facteurs de confusion, voilà, on y réfléchit peut-être plus, on sait les limites, ce qu'on n'a pas mesuré, ça peut exister aussi, hein, mais il y a aussi le fait d'avoir conditionné sur des colliders. Alors après, mon message, ce n'est pas du tout de dire on ne fait plus rien parce qu'en fait, on n'est jamais dans la situation où on pourra identifier les effets causaux. Et c'est vrai qu'en inférence causale, on va se poser la question, donc, si possible, donc, d'envisager les DAG et tous les problèmes qu'on peut avoir de causalité en amont. Après, on ne va peut-être pas pouvoir tous les résoudre et ça ne veut pas dire, voilà, publiez pas. Mais ça veut dire, voilà, il faut avoir conscience, ça sera des limites de l'étude. Quand je parlais d'exposition contrôle ou donc des contrôles négatifs, des expositions dont on sait qu'elles ne sont pas associées enfin, qu'elles n'ont pas d'effet causal sur le survenu de l'événement d'intérêt ou des événements contrôle, ça permet de discuter les résultats, d'avoir une notion de la taille du biais par rapport à la taille de l'effet identifié, de faire des analyses de sensibilité pour regarder la robustesse des résultats. Donc, selon moi, ça ne doit pas dire les données, elles ne sont jamais parfaites. Et c'est ce qu'on va voir après par rapport à la situation expérimentale qui est designée pour mesurer des effets causaux. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un design qui est fait pour contrôler tous les facteurs de confusion ou les colliders qu'on ne peut pas quand même en tirer des données intéressantes. Je ne sais pas si ça répondait à la question. En tout cas, ça rassure. Je ne sais pas si ça répond à la question de merci beaucoup pour le message que tu as donné. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Eh bien, pour l'instant, non. Donc, je te laisse continuer. Il y a une question de Tristan. Ah, pardon, je ne l'avais pas vue. Je ne la vois pas, en fait. Pour ça. J'essaye de les afficher. Pardon, je peux parler, hein, sinon ce n'est pas très grave. Oui. Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Non, c'était plus une remarque, en fait, une question. Je me disais quand même que si on construit le DAG en amont du recueil de données qui va être prospectif surtout et observationnel, ça peut peut-être quand même permettre au moins de s'assurer que dans son cahier de variables, on a l'ensemble des informations qui sont connues aujourd'hui comme associées avec l'outcome qu'on va vouloir mesurer. Et donc, on aura l'ensemble des informations nécessaires pour établir peut-être des relations de causalité. En l'état actuel des connaissances, ça ne permet pas de prédire l'avenir, mais au moins, on a fait l'effort minimal nécessaire peut-être pour avoir dans son cahier de variables toutes les informations qu'il nous faut pour traiter la question de la causalité, même si à la fin, on arrive avec d'autres questions. Mais... Donc, c'était plus une remarque qu'une question, une remarque-question, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, c'est vrai que quand on parle du DAG causal,
En fait, ça implique aussi pour que le DAG il soit causal, j'ai dit toute l'information elle est dans l'absence de flèche, mais il faut que tous les facteurs de confusion, évidemment, ils soient bien présents dans notre DAG. Et donc, alors évidemment, on les représente parfois comme un vecteur, hein, parce que sinon, ça fait des DAG très, très lourds si on a 200 variables liées à l'indication de traitement. Mais ça, c'est vrai que c'est très important d'intégrer le savoir de l'expert dans le DAG. Et c'est vrai que depuis que je travaille en inférence causale, en fait, j'expose très souvent les gens au DAG, et notamment, par exemple, les cliniciens, quand ils ont une question clinique, même quand ils font de la recherche interventionnelle, par exemple, où l'exposition du traitement, elle ne va pas être randomisée, de toujours se poser les questions des biais qui existent. Parce que, par exemple, les biais d'indication de traitement, donc j'ai en tête, en fait, et j'ai travaillé plusieurs années à Gustave Roussy. Et donc, c'était des essais comment on voulait faire de la désescalade thérapeutique basée sur la fixation ou la présence ou l'absence de fixation sur les TEP scans. Et en fait, c'était dans le séminome avec une population d'hommes jeunes en fait, qui étaient concernés par le traitement. Et donc, il pouvait arriver, en fait, on pouvait envisager une désescalade thérapeutique et les surveiller plutôt que de leur faire de la chimiothérapie s'il n'y avait pas de fixation à la tête. Et en fait, en discutant avec le clinicien, je disais, mais en fait, si vous voyez un patient dont vous n'êtes pas très sûr de l'observance à la surveillance, vous allez préférer quand même lui faire une chimiothérapie plutôt que de se baser sur le résultat de la TEP. Tout ça pour dire qu'en fait, le biais d'indication, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à contrôler parce que c'est lié aussi à la relation entre le clinicien et son patient et que ça, on ne peut pas le capturer entièrement par les bases de données. On peut essayer au mieux, avoir éventuellement des proxys, avoir des variables, mais parfois, on sait qu'il y a du non mesuré parce que voilà, il y a des choses qui ne se capturent pas. Peut-être le patient, il est arrivé 15 minutes en retard à son examen où il a fallu le reprogrammer 2 fois. Le clinicien, il va être pas très chaud, donc dans l'exemple que je donnais, pour proposer une désescalade thérapeutique, quel que soit le résultat du TEP scan. Et donc ça, en fait, c'est très important en amont de tracer les DAG et de discuter avec les experts et donc en l'occurrence, en fait, les prescripteurs, de savoir comment ils indiquent le traitement pour essayer d'envisager tout. Alors encore une fois, ça ne voudra pas dire qu'on peut tout recueillir et qu'on peut tout mesurer, mais en effet, on essaiera d'être le plus près au maximum et plus vite on y répond, mieux c'est. Après, à l'inverse, c'est vrai que le diagnostic des biais, moi, c'est ce que je dis aux étudiants, faire le DAG quand on lit un papier pour une revue critique d'article, ça peut être très intéressant aussi de se dire, voilà, où est le biais de causalité. Ça fait un peu une checklist de choses à vérifier quand on relit un papier. Alors, je vais passer à la partie du cours sur la situation interventionnelle et donc sur les DAG en situation interventionnelle. Alors, juste pour un côté un peu de récréatif, c'est vrai que souvent, c'est un exemple très fréquemment utilisé, presque un peu tarte à la crème, de dire, bah oui, on ne peut pas faire des essais pour tout parce qu'on ne peut pas faire des essais sur le parachute quand on saute d'un avion. Et donc ça, c'était une nouvelle d'un blog sur Le Monde qui datait de 2016, donc qui m'avait interpellée. Donc, le parachute est-il utile? Et donc, en fait, cette note de blog, elle parle d'un article qui est paru en 2016. En fait, ce sont des chercheurs. Ils ont imaginé une situation interventionnelle pour tester le parachute. Alors, ils ont recruté des patients, donc c'était des peluches en fait pour jouer, a priori c'est en Allemagne, c'est des peluches pour jouer à l'anatomie. Donc, on a la peluche, puis avec ses viscères donc, qui sont à l'intérieur. Et donc, ils ont remplacé ça par des briques de Lego pour représenter le squelette et par des ballons de baudruche remplis d'eau pour représenter les différents organes. Et donc, leur critère de jugement, évidemment, c'était est-ce qu'il y a les briques qui se séparent, qui se cassent et les ballons qui sont crevés.
Et ils lançaient donc leur petite peluche avec un parachute ou pas. Donc, au-delà, évidemment, de l'aspect un peu humoristique, c'est de se dire que finalement, et ça, on le verra beaucoup la prochaine séance pour l'émulation d'essai, c'est que la situation interventionnelle, c'est vrai que c'est facile à imaginer quand on regarde l'effet d'un traitement, on imagine l'essai qu'on pourrait faire. Mais, mais parfois, il faut être un peu, et je le montrerai aussi dans la présentation quand on regarde en épidémiologie environnementale, c'est voilà, comment en fait on peut se représenter un essai d'intervention. Alors, dans un essai randomisé, donc avec un comparateur, donc dans les RCT, le traitement, il est alloué complètement aléatoirement et indépendant des caractéristiques du patient, par exemple d'un score pronostique. Donc, en fait, on a par définition, en fait, on intervient sur l'exposition en T. Donc, c'est interventionnel sur j'interviens sur l'exposition en T. Donc, quand on est dans de l'interventionnel, on tire au sort le traitement, on intervient sur T, ben on n'a plus aucune flèche qui entre en T. C'est la méthode de référence, parce que dans ce contexte-là, les traités et les non traités, ils diffèrent les traités par notre traitement d'intérêt et les traités par le comparateur, ils diffèrent par une chose, l'exposition au traitement. Mais c'est indépendant de tous les facteurs de confusion qui peuvent exister, donc par design. Et donc, dans cette situation des essais randomisés contrôlés, la mesure de l'association entre T et M, ça va correspondre à l'effet causal de T sur M. Alors moi, généralement, j'aime bien mettre T en minuscule dans les DAG, mais en fait, il n'y a pas de notation très figée. On rencontre à peu près tout dans les articles, mais c'est vrai que quand on fait l'interventionnel, on peut noter que voilà, on a décidé de l'exposition en T en le mettant en minuscule. Alors, ça permet d'éviter les biais de sélection, de randomiser, et donc on a des caractéristiques donc, qui asymptotiquement, donc quand on randomise le traitement chez un nombre infini de patients, qui sont équilibrés entre les groupes. Mais évidemment, comme vous le savez, il y a des limites aux essais cliniques. Parfois, on ne peut pas les faire s'il y a beaucoup de traitements à comparer. Ça peut être difficile aussi d'avoir ça peut être aussi difficile quand c'est pas le traitement n'est pas le médicament, mais une technique chirurgicale. Enfin, on va avoir des difficultés à les mettre en œuvre. Quand on va vouloir regarder un critère de jugement qui survient rarement ou après un temps de suivi long, on va avoir du mal aussi à pouvoir proposer des essais. Et donc, par ailleurs, et donc c'est ça qu'on va un peu regarder dans cette partie-là du cours, c'est que quand on étudie les données d'un essai randomisé, on peut avoir aussi des pertes de vue différentielles qui vont dépendre du bras de traitement et qui vont introduire des biais de sélection. Parce que vous voyez là, on a le traitement et puis on regarde, donc ce qu'on veut regarder, c'est l'effet sur une morbidité M, mais L, c'est ceux dont on va avoir le suivi, par exemple. Et donc là, on va avoir que si je sélectionne sur ceux pour lesquels j'ai un suivi complet, qui ne sont pas perdus de vue, je vais créer un chemin ouvert entre T et M en sélectionnant sur L. Et donc, même si T, il était tiré au sort, on a un problème de causalité. Donc, par exemple, c'est le contexte des analyses per protocole. C'est-à-dire que donc, dans les analyses per protocole, on va exclure les patients qui sont perdus de vue, qui n'ont pas été complètement compliants au traitement ou qui ont été partiellement observants. On va avoir un risque de biais parce que, comme vous le savez, en fait, on va perdre des bénéfices de la randomisation et de la comparabilité entre les groupes. Ça va pouvoir questionner la crédibilité des résultats. Puis aussi, par ailleurs, on diminue le nombre de patients. Donc là, par exemple, sur ce petit DAG, il y a le traitement alloué. Et donc, quand je regarde
l'effet du traitement alloué sur la maladie M, il n'y a pas de chemin ouvert, hein, parce que là, c'est un collider, donc il n'y a pas de chemin ouvert entre T et M. Donc, si je regarde le traitement en intention de traiter, tel qu'alloué, j'ai bien l'effet causal du traitement alloué sur M qui est mesuré par l'association entre T, A et M. Si je regarde le traitement effectivement reçu, on peut avoir, alors évidemment, le traitement effectivement reçu, il dépend beaucoup du traitement alloué. Mais il dépend aussi de certains nombres de facteurs de confusion. On peut imaginer que il peut y avoir une moindre observance parce que peut-être plus d'effets secondaires chez les patients les plus fragiles. Et les patients les plus fragiles, ils vont être aussi à plus de risque de présenter l'événement. Donc, quand je regarde l'effet du traitement reçu dans une analyse per-protocole, dans une population per-protocole, sur la survenue de M, là, je vais avoir un chemin structurel ouvert entre TR et M. Et donc là, c'est un petit exemple que je présente, excusez-moi, j'ai juste du mal à voir le haut de ma diapositive, d'un essai en fait, donc chez des patients atteints de cancer, dans lequel on va regarder la progression tumorale. Et donc, on va regarder, on sait qu'il y a des facteurs pronostiques C qui sont pronostiques de la progression tumorale et du décès. Et en fait, on va regarder l'événement E, c'est la survenue d'une progression ou d'un décès qui va être évalué par les critères d'imagerie réciste à partir donc de données de scanner. Et donc, le critère de jugement primaire, c'est l'évaluation par le réciste local. Et en fait, dans cette étude, c'est un exemple que j'ai pris de la revue d'un vrai papier d'il y a une dizaine d'années. Et donc, un autre critère de jugement, c'était l'évaluation réciste, mais par une relecture centralisée par un panel de radiologues. Seulement, et ça arrive dans les essais cliniques, les examens n'ont pas tous été transmis pour la relecture centralisée. Il y a certains centres investigateurs qui n'ont pas respecté la procédure de transmission des imageries. Et donc, en fait, là, on est la situation où on a le traitement alloué, donc tiré au sort, et on va vouloir regarder l'effet du traitement, mais en regardant la relecture centralisée par le panel de radiologues experts. Sauf qu'en fait, il y a des facteurs de confusion, notamment le centre où étaient suivis les patients. C'était dans l'exemple que j'ai un peu travaillé pour cette présentation, c'était des données européennes, donc des différents pays. On n'avait pas la même probabilité d'avoir les données disponibles pour la relecture centralisée. Et donc là, quand en fait on regardait l'association avec les relectures centralisées, on pouvait aussi avoir un biais parce qu'on était sur le chemin causal. Alors, une autre façon en fait d'utilisation des DAG, alors là, ce n'est pas un vrai DAG, mais c'est pour un peu représenter et aussi introduire la partie suivante de l'exposé. C'est quand on va, par exemple, s'intéresser à des critères de jugement substitutifs. Donc, on a un événement clinique d'intérêt et on va regarder l'effet d'une intervention sur cet événement clinique d'intérêt. Mais en fait, c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, on va vouloir utiliser un critère de jugement substitutif parce que, par exemple, on veut que ce critère, ça nous permet de faire un essai plus court parce qu'il est recueilli plus rapidement en fait, que le critère de jugement d'intérêt. Et donc, en fait, pour qu'il soit validé, le critère de jugement substitutif, il faut en fait que tout l'effet de la maladie sur l'événement clinique d'intérêt, il soit médié par ce critère de jugement substitutif et que aussi tout l'effet de l'intervention, il soit médié par ce critère de jugement substitutif. Donc ça serait en fait un peu de partir en fait de la définition en fait de validation de comment les hypothèses qui permettent de valider un bon critère de jugement substitutif, ça va pouvoir être aussi représenté par des DAG
par plus des analyses de médiation que je vais rapidement introduire dans la suite de l'exposé. Alors, je crois que... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. J'ai vu la référence pour... J'ai pas vu de questions. Juste Gilles, effectivement, qui envoie un BFJ Noël sur une revue de la littérature sur le parachute. J'ai pas vu d'autres questions, en tout cas sur le chat. Donc, juste pour dire, c'est un article un peu savoureux comme le fait BMJ au moment de Noël. Donc, à regarder tous les essais randomisés sur l'effet du parachute. Et il y a une suite qui a été récente, je crois que c'est un article de YEH, Y-E-H, je vais donner les références, à cet article qui était paru il y a quelques années. Tout ça est assez rigolo. J'ai le sentiment que tu peux continuer, du coup. Donc, je vais passer à une autre partie de cette présentation, donc sur l'épidémiologie plus environnementale et aussi de la sécurité routière. Je n'ai pas écrit tout en long, mais il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans maintenant, j'ai été amenée en fait à participer au comité de suivi puis au jury de la thèse de Marine Dufournet qui était entre autres encadrée qui était encore dirigée par Vivian Vialon et donc qui s'intéressait en fait aux variables de médiation et à l'inférence causale, donc avec des données de sécurité routière. Et donc en fait les éléments connus, c'est qu'on sait que l'alcool augmente le risque d'accident et que la vitesse excessive augmente aussi le risque d'accident. Et que donc les personnes exposées à l'alcool, elles peuvent rouler à une vitesse inadaptée à la situation de la circulation, l'état de la route, etc. Et donc, en fait, cette thèse visait à identifier les effets directs de l'alcool sur la survenue d'accidents et donc des effets qui étaient médiés par la vitesse en présence de facteurs de confusion. Et donc là, en fait, on a des comportements qui vont être liés donc des facteurs de confusion, donc le comportement des conducteurs qui vont être liés à la prise d'alcool, à la vitesse, à la survenue d'accidents. Et donc, en fait, on veut regarder l'effet de l'alcool sur l'accident. Et donc, en fait, on veut essayer de designer un essai interventionnel pour identifier l'effet non médié, en fait l'effet direct de l'alcool sur la survenue de l'accident, pas celui qui passe sur la vitesse. Et donc quand tout à l'heure en fait on discutait en fait et on verra ça aussi pas la semaine prochaine, à la fin du mois de juin pour regarder émuler des essais interventionnels. En fait, là, on peut imaginer si la vitesse, on intervenait sur la vitesse, en fait. Donc, si, par exemple, on imagine, il y a des gens, on tire au sort leur consommation d'alcool, mais après, on leur fait conduire des simulateurs de vitesse. Je ne parle pas de l'éthique de l'essai que je propose, hein. C'est juste pour essayer de voir le cadre, en fait, où on imagine l'intervention, et ils sont dans un simulateur de vitesse avec une limite du moteur. Ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine vitesse et on regarde l'effet direct de l'alcool sur la survenue de l'accident. Donc c'est un exemple en fait de situation. Alors, suite en fait à ce travail, avec d'autres personnes de cette équipe, mais qui, eux, travaillent sur l'épidémiologie environnementale, et notamment donc, avec Anne-Sophie Hébrard, qui proposait un sujet de thèse où elle s'intéresse,
C'est la thèse d'Antoine Coggi qui est en cours, où on regarde l'effet du bruit des avions sur des événements santé. Donc, c'est un questionnaire d'état de santé perçu, donc à partir des données de débat qui sont prises autour de 3 aéroports en France. Et donc, en fait, suite à des premiers travaux qui avaient été faits, pas en utilisant l'inférence causale, on regarde en fait le rôle médiateur de la gêne occasionnée par le bruit. Donc, en fait, on regarde l'effet direct du bruit sur la survenue de l'effet, sur l'état de santé perçu donc des participants, et aussi l'effet qui est médié par le fait qu'ils soient gênés par ce bruit. Et donc, il y a des facteurs de confusion, donc les facteurs sociodémographiques donc des participants à l'étude, leur lieu d'habitation, qui peuvent jouer, et sur leur exposition au bruit des avions, sur le fait qu'ils soient gênés par le bruit des avions, et sur l'événement de santé, l'état de santé perçu. Donc ça, c'est la représentation donc par Dag. Et donc, ce qu'il regarde également dans sa thèse, c'est les rôles de modération, sachant qu'une même variable, elle peut être médiateur et modérateur. Alors, qu'est-ce que c'est modération ? Les modérateurs, en fait, c'est tout ce qui va donc moduler en fait l'effet du bruit. En fait, ça sous-entend l'idée d'une interaction entre le facteur d'exposition, donc le bruit des avions, et le modérateur considéré. Donc là, on a représenté donc B, le bruit des avions. E, c'est toujours l'état de santé perçu. C'est les facteurs de confusion. Et donc Z, on a le modérateur qui est la sensibilité au bruit. Et donc, on regarde l'effet modérateur avec une interaction. Donc là, c'est une proposition de représentation des interactions sur le DAG entre l'effet du bruit et la sensibilité au bruit, donc qui va moduler en fait... qui va modérer et moduler d'ailleurs, qui va moduler l'effet du bruit sur la survenue des événements de santé. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails sur les analyses de médiation. Puis là, vous voyez tout de suite que finalement, le DAG, si on représente le DAG de toute l'étude avec les facteurs de confusion, les rôles médiateurs et modérateurs, ça devient très, très dense. Donc là, j'ai représenté une question par une question, en fait. Pardon, j'ai été trop vite. Donc, sauf s'il y a une question sur médiation, modération, je vais passer à la diapositive. Oui. Excuse-moi, peut-être que tu ne m'entends pas très bien. J'ai l'impression que tu te penches à chaque fois que je parle. Oui, je n'entends pas très bien, mais c'est parce que... Je vais essayer de parler fort. Je crois que tu n'es pas la seule, si j'ai bien compris. Juste dans la diapo précédente, donc j'ai bien compris que pour le côté alcool et accident, on pouvait essayer de trouver quel était l'effet direct de l'alcool si on imaginait un essai clinique où on limite la vitesse des voitures. Ici, si on cherche à connaître l'effet direct du bruit sur la santé, est-ce qu'il y aurait la même solution via un essai clinique? On pourrait supprimer l'effet du médiateur? Ou ce n'est pas l'objet peut-être de ce schéma, hein, oui, c'est une question que je me suis posée en tant que co-directrice de thèse. Moi, ce qui me viendrait un peu à l'idée, mais évidemment, c'est peut-être un petit peu tarabiscoté comme réflexion, mais on imagine que, par exemple, on a des lignées de souris qui sont pas gênées par le bruit. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se détermine, mais qu'on puisse intervenir en fait sur la gêne au bruit et qu'elles soient mises dans des conditions expérimentales complètement comparables. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les DAG, ils servent en recherche clinique, mais ils servent aux météorologues, à ceux qui suivent les cours de la bourse, tout ça. Alors, avec parfois aussi beaucoup de limites dans leurs prévisions. Et c'est vrai que parfois, imaginer l'interventionnel, il faut un peu imaginer
le labo du physicien qui peut agir sur quelque chose. Alors, quand je vais présenter juste après ça, les travaux qui ont été faits aussi sur les données omics, parfois, ils ont utilisé des méthodes causales sur des génomes végétaux assez petits sur lesquels on peut intervenir sur le niveau d'expression pour pouvoir tester ces méthodes. Mais c'est vrai que souvent, l'excès expérimental, il est difficile à réaliser, mais il est même difficile à concevoir, quoi. En fait, il faut vraiment imaginer qu'on peut intervenir. Qu'est-ce qui se passerait, en fait, si on était… Il y a des articles de Jamie Robbins qui a beaucoup développé les choses sur Miguel Hernan, et on en parlera avec Miguel Hernan, pardon, et les choses sur l'afférence causale. Il a beaucoup décrit, en fait, notamment dans les événements contrefactuels qu'on introduira donc le 27 juin, c'est qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu l'exposition. Donc, c'est un peu il le décrit un peu comme un Dieu omniscient, donc d'un point de vue conceptuel, qui sait mais qu'est-ce qui se serait passé si… Alors, on a une personne, elle est gênée par le bruit, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui se passerait si je pouvais jouer sur sa gêne par le bruit, quoi. Alors, je ne sais pas si je lui mets des boules caisses, donc là, c'est un peu ridicule dans cet exemple, mais vraiment, si je peux jouer là-dessus. Donc, je suis d'accord que ce n'est pas forcément facile à imaginer. Oui, en fait. Voilà, il faut imaginer, mais ce n'est pas forcément facile. C'était ça ma question. Oui, voilà, c'est parfois voilà, ce que je dis un peu tarabiscoté, dans le sens où ce n'est pas forcément facile à concevoir. Alors, avant de passer à la dernière partie de mon exposé, là, j'ai juste une diapositive que je voulais vous montrer. Alors, au début, je voulais vous montrer quelque chose de beaucoup plus théorique. Et finalement, c'était juste pour dire que, voilà, on parle de DAG aujourd'hui. Et la représentation des DAG, ça peut nous servir à beaucoup de choses qu'on connaît et qu'on applique de façon tout à fait correcte et valide par ailleurs. Et donc là, je voulais en fait la typologie des données manquantes que vous connaissez bien, le missing completely at random, missing at random, missing not at random. Et en fait, comment on peut le représenter par DAG. Et donc en préparant les diapositives, j'ai trouvé ce schéma donc, d'un anthropologue qui travaille à Leipzig et qui est donc, en fait, on veut regarder donc, comment c'est des devoirs, donc des devoirs à évaluer. Des devoirs qui sont manquants, en fait. Donc, il y a des devoirs qu'on n'a pas récupérés, des copies manquantes. Les attributs de l'étudiant, enfin, tout ce qui est associé, en fait, à l'étudiant. Et D, c'est pour le chien, donc dog, qui est le mécanisme qui va générer les données manquantes. Alors, on a un cas où le chien, il mange n'importe quel devoir. Et donc là, c'est le missing completely at random. Et donc, en fait, quand on regarde l'effet de A sur les données, alors là, c'est les données manquantes, mais par complémentaire, c'est les données non manquantes. On va pas avoir de problème en fait sur la génération du processus en fait, puisque les données elles sont manquantes aléatoirement et il va pas y avoir en fait de chemin ouvert en fait sur le DAG. Et donc là, comme vous savez, en fait, dans le cas rare de missing completely at random, on n'a pas de souci de causalité. Après, en fait, il y a le chien, il mange les devoirs des étudiants. Et donc, là, c'est sur quelque chose, en fait, dans le missing at random, en fait, en termes de causalité, si on a les facteurs de confusion, on peut les contrôler. Donc, ça dépend de l'étudiant, c'est que c'est quelque chose, le biais, on va pouvoir le contrôler et donc on va pouvoir mesurer l'effet causal.
Tandis que si le chien il mange que les mauvais devoirs, et ben là on est sur du missing non at random, et donc on va plus pouvoir en fait entre guillemets s'en sortir. En fait, on va pas avoir l'information nécessaire pour récupérer en fait l'effet qu'on veut mesurer, parce que tous les mauvais devoirs ils vont avoir disparu, et donc là on est quelque chose qui est complètement lié à ce qu'on étudie, donc le devoir. Alors, ce n'est pas pour vraiment la question causale d'intérêt, mais c'était pour dire, cette question sur les devoirs, mais c'était vraiment pour dire qu'en fait, l'approche structurelle par DAG, elle nous sert là aussi. Et donc, elle peut aussi donc permettre, c'est un peu dans ce que j'ai présenté aussi sur l'interventionnel et les données manquantes en interventionnel. Ben, on est sur un DAG interventionnel de recherche interventionnelle où on a l'exposition au traitement, certes qui est bien tiré au sort, donc on est protégé par la randomisation, mais dès qu'on va devoir traiter des données manquantes, ben, on est dans ces situations-là. Et donc, les DAG, ça peut nous permettre de trancher sur est-ce qu'on est dans une situation, donc souvent c'est tranché sur le missing at random ou le missing non at random. Est-ce que les données dont je dispose sur le DAG, elles sont complètes, elles vont nous permettre de faire l'hypothèse de missing at random parce qu'on peut identifier l'effet causal, parce qu'on a suffisamment de facteurs de confusion liés au fait qu'elles soient manquantes et qu'on va pouvoir récupérer, ou elles sont missing non at random, et là, malheureusement, à part le considérer comme une limite, on n'aura pas les données pour contrôler le biais. Donc après cette courte diapositive, juste pour dire que ça peut s'appliquer dans cette question, on va passer au dernier chapitre de cet exposé, qui est donc la modélisation des effets causaux de biomarqueurs en situation multidimensionnelle. Excuse-moi, Émilie. Oui. Je viens de voir que Candice a levé la main. Oui. Peut-être qu'elle a une petite question sur la partie. Oui, bonjour. J'avais une petite question j'avais bien compris qu'en fait, pour arriver à faire la différence d'un point de vue conceptuel entre le facteur de confusion et le collider, est-ce que c'est faux ou pas de résumer un peu ensuite, de dire que finalement le facteur de confusion, c'est lui qui est à l'origine, qui va causer et l'événement et l'exposition. Donc là, on a un facteur de confusion, et que le collider, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'événement et l'exposition qui cause le collider. Et donc, en fait, tout est dans le sens de la causalité pour savoir si on est plutôt sur un facteur de confusion ou sur un collider. Est-ce que c'est vrai ou pas de dire ça ? Oui, c'est tout à fait juste, en fait. Le facteur de confusion, il est cause commune de l'exposition et de la maladie. Le collider, il est conséquence commune de l'exposition et de la maladie. Mais alors, Mais donc, ce qui est en fait assez dur, c'est que quand, sauf un certain nombre de situations où c'est évident de lequel variable est causalité de l'autre variable, dans quel sens on va dire est la causalité, en fait, on peut souvent se retrouver dans des situations où on sait qu'il y a une association, parce que des études ont montré qu'il y avait, c'était associé telle variable, mais finalement sans qu'on puisse vraiment savoir quel sens de la causalité. Oui, tout donc à là, fait. on est très embêté de savoir est-ce qu'il faut ajuster ou pas dessus, quoi. Alors, c'est une excellente remarque. En fait, ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas pensé à mettre dans ma présentation. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait donc l'analyse classique, on ajuste dans des modèles multivariés et donc on prend en compte tous les facteurs de confusion. Sauf qu'en faisant ça, notamment quand on a des covariables dépendantes du temps, en fermant les chemins qu'on a voulu fermer en ajustant, en fait, on a conditionné sur des colliders. Et donc, je me souviens avoir fait des données avec des modèles multivariés quand, par exemple, on travaillait, moi, je travaillais quand j'étais en thèse sur les données sur l'infection à VIH. Et par exemple, si on veut regarder, par exemple, la survenue d'un événement classant SIDA ou un décès au cours du temps, on voulait ajuster sur le traitement, le fait qu'ils avaient reçu des antirétroviraux, puisqu'on savait évidemment l'effet causal du traitement antirétroviral qui avait été mesuré par les essais, qui
qui permettait de diminuer le risque de survenue de l'événement. Sauf qu'en fait, comme c'est les patients qui étaient les plus immunodéprimés qui étaient traités en premier, donc quand on prenait par exemple des données au milieu des années 90, ben, en fait, en voulant ajuster et supprimer un biais, on conditionnait sur un collider qui était sur le chemin causal et on se retrouvait à avoir des choses, ce qui rejoint un peu la question de tout à l'heure, des résultats complètement contre-intuitifs, parce qu'en ayant voulu ajuster sur des facteurs de confusion, ben, on ouvrait d'autres chemins, parce qu'en effet, quand on a des variables, comment traiter, ben, c'est au cours du temps, on a des données dans la cohorte d'évolution autour du temps, et donc on se retrouvait en fait avec des résultats contre-intuitifs, d'effets délétères du traitement, parce qu'en fait on ajustait sur des colliders. Et donc en effet, oui, ça peut être vraiment un enjeu de bien savoir comment orienter les variables. Okay, merci. Excuse-moi, Émilie, dans ce cas-là, le collider, c'était quoi, par exemple? Dans l'exemple que tu viens de donner, le collider serait été quoi? Ben, par exemple, quand tu mets le niveau de lymphocyte CD4 dans ton modèle et l'exposition au traitement, et que comment on regardait par exemple, on regardait donc on regardait l'effet du traitement sur la survenue de sida ou décès, et qu'on mettait l'initiation au traitement, bah, le collider, en fait, c'est parce qu'on regarde à différents pas de temps. Il n'est pas traité, puis bah, par exemple, on le traite, le patient, quand il descend en dessous de 200 CD4, enfin, si je le prends pour des époques assez lointaines, l'initiation du traitement. Et donc, du coup, on traite d'abord ceux qui sont les plus immunodéprimés. Et donc, en fait, généralement, on avait des remarques de reviewers en disant attention, vous avez ajusté sur une variable qui est sur le chemin causal, et on s'en sortait, par exemple, en utilisant plus l'année de suivi, l'année dans la base, parce que c'était une approche un peu écologique, en disant bah voilà, en telle année, les gens qu'on avait besoin, ils étaient traités, et on arrivait comme ça à plus avoir ce problème de conditionner sur un collider. Ok, merci. Je ne vois plus de main levée. Je pense que tu peux continuer. Et donc justement, cette situation de plus en plus complexe va permettre d'aborder la dernière partie de cet exposé, donc sur la modélisation des effets causaux de biomarqueurs multidimensionnels. Donc, on a des données de grande dimension, et on va vouloir intégrer des biomarqueurs par approche causale. Sauf qu'on est dans une situation où on ne connaît pas forcément les relations d'ordre. On ne sait pas ordonner quelle variable elle est avant, après, et où l'intervention elle est impossible sur les éléments du génome, sur des biomarqueurs. Et donc, on va avoir notre critère de jugement, mais on ne sait pas forcément ordonner les variables, et on ne sait pas les flèches. Si ma flèche potentielle, est-ce qu'il y a un effet causal de EX sur EZ, ou c'est de EZ sur EX? On ne sait pas en fait. Et donc, dans ce contexte-là, il y a l'équipe à Zurich de Marloes Maathuis qui a proposé le Intervention Calculus when the DAG is absent. Donc, quand on n'a pas de DAG et qu'en fait, on veut essayer de trouver un DAG. Alors, je vais expliquer le principe de la méthode. L'idée, ce n'est pas en sortant d'ici qu'on puisse tous faire la méthode, c'est juste expliquer le principe. Alors, on a des données. Et donc, il y a des variables, il y a des relations, mais on ne sait pas les ordonner, on ne sait pas orienter les flèches. Et donc, en fait, on va d'abord utiliser une première partie qui s'appelle le PCE algorithme, qui va permettre juste d'enlever les flèches, et on va avoir ce qui s'appelle un DAG complet partiel, c'est-à-dire qu'on a un DAG, mais on ne sait pas encore orienter nos flèches. La deuxième partie, qui s'appelle le do calculus, qui va permettre en fait d'orienter les flèches. Donc,
que la deuxième partie en fait, de cette méthode, c'est le do calculus qui va permettre en fait, d'orienter les flèches. Alors, le PC algorithme, alors c'est à partir d'un graphe non orienté, on va supprimer un lien entre deux variables si on a des indépendances au seuil alpha. En fait, on a un paramètre qui nous permet de décider en fait, si on supprime le lien ou pas entre deux variables. Donc, est-ce qu'il y a indépendance entre EA et EB? Oui, je supprime le lien. Entre EA et EW, oui, je supprime le lien. Entre EZ et EW, voilà. Et donc, à l'issue de cette partie-là, j'ai un DAG, un CP DAG, donc un DAG partiel complet, complété partiel, pardon. Ensuite, le do calculus, à partir de ce CP DAG, il va s'agir d'orienter les flèches dirigées. Et donc, on va se baser sur des classes de DAG équivalentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une classe de DAG équivalent? Ça veut dire qu'elles ont le même squelette et la même V-structure. Alors, on regarde, est-ce que EX et EY. Donc, j'ai écrit l'inverse. Excusez-moi, il y a une erreur, je corrigerai la diapo. C'est donc EX et EY qui sont indépendants et EX et EY, attendez, je suis perdue. Non, excusez-moi. Donc, c'est bien écrit dans le bon sens. EX et EY ne sont pas indépendants et EX et EY sont indépendants si on conditionne sur EW. Donc, ça veut dire qu'en fait, si je conditionne sur EW, il n'y a plus de chemin ouvert entre EX et EY. Donc, en fait, tous les DAG de classe Markov équivalente, ça veut dire qu'elles encodent la même indépendance conditionnelle. Donc là, en fait, ce qui est encodé par ça, c'est qu'il y a un chemin ouvert entre EX et EY que je ferme quand je mets une boîte sur EW. Donc, ça veut dire que c'est compatible avec ça, EX et EY, qui sont conséquences communes de EW. C'est compatible avec EY vers X médié par EW ou par EX vers EY médié par EW. Par contre, ce n'est pas compatible avec EW, avec un EW collider entre EX et EY. Parce que ça, on a EX qui est plus indépendant de EY quand je mets une boîte sur EW. Et donc, je vais faire le do calculus dans chaque DAG et on va regarder l'effet causal de chaque prédicteur de l'événement. Et donc, ça va nous permettre, en fait, quand on va... Alors, je reprends. En fait, dans chaque DAG, on va estimer l'effet causal de chaque prédicteur sur l'événement. Donc, on va regarder un estimateur unique, un effet médian, un effet minimal. Donc, il y a une dizaine d'années de ça, j'avais proposé donc, un stage de Master 2 qui comparait des méthodes statistiques d'analyse de données omics dans le traitement néoadjuvant dans le cancer du sein. En fait, donc voilà, l'objet de ce Master 2 donc, était de comparer donc, ces méthodes qu'on a comparées à des méthodes type Ridge, Lasso, ElasticNet, en fait, pour regarder en fait l'analyse de données omics. Donc, c'était dans des données qui étaient publiques dans le traitement néoadjuvant dans le cancer du sein. Et donc, suite à ça, j'avais proposé donc, un sujet de thèse donc, qui a été soutenu par Veil Asvatourian, où il s'agissait en fait d'identifier des marqueurs immunologiques précoces de l'effet des traitements, en fait, à partir de données de laboratoire d'immunomonitoring. Donc, c'était des marqueurs immunologiques précoces dans l'effet des traitements d'immunothérapie dans le mélanome. Et donc, on avait des données d'immunomonitoring d'un laboratoire qui étaient mesurées avant et pendant le traitement, et on avait des critères de jugement de type toxicité, réponse au traitement et survie. Et donc, en fait, l'objectif
de cette thèse, c'était d'étendre cette méthode qu'on vient de voir à des mesures répétées de biomarqueurs au cours du temps. Donc, il s'agissait d'ordonner, en fait, d'intégrer l'ordre chronologique, parce qu'en fait, on avait différents marqueurs, mais en fait, nous, on savait au cours du temps, évidemment, là, l'ordre est connu, quoi, que la cause précède la cause-séquence, enfin, ce qui est mesuré au temps 0 précède ce qui est mesuré au temps T1. Donc Weil, en fait, avait fait cette extension donc, dans son premier article de thèse. Et puis, en fait, l'IDA classique avait des problèmes de robustesse et on avait des chemins causaux qui étaient plus ou moins plausibles biologiquement. Donc, en fait, une seconde étape de ce travail de multidimension, alors c'était de la multidimension sur des biomarqueurs d'immunomonitoring, on n'était pas quand même sur la taille du génome, on était plutôt de l'ordre de 200 biomarqueurs à peu près. Et donc, c'était d'intégrer le savoir de l'expert a priori pour identifier le vrai DAG causal. Et donc, à partir de données de simulation, en fait, Weil et Asvaturian avaient publié sur cette partie. Donc là, ce dernier chapitre, ça visait plus donc, à vous montrer en fait que finalement, les DAG ils peuvent aussi servir en multidimensionnel avec des approches bayésiennes, de machine learning. Il y a eu beaucoup de développement aussi dans ce contexte. Alors, donc pour cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, donc, le DAG, il encode des indépendances conditionnelles. Toute l'information est dans les flèches manquantes et l'inférence statistique classique, elle peut être représentée à l'aide de DAG. Et donc là, vraiment, le message sur cette première partie, c'est plutôt les DAG comme un outil de dépistage pour identifier des biais de sélection. Donc, dans les données observationnelles, c'est le contexte dans lequel ils ont été développés, mais aussi dans des essais interventionnels. Et ce qu'on disait tout à l'heure en disant, mais quand on design l'étude, il faut y penser, de la même façon, quand on design l'essai clinique, c'est interventionnel, c'est pas parce qu'on a tiré le traitement au sort qu'on n'aura peut-être pas des problèmes de causalité à anticiper. Et donc, tout ce qui est, par exemple, maintenant sur les recommandations sur les estimandes, etc., ça peut aussi s'envisager entre est-ce que c'est valide d'un point de vue causal, le choix de la population, l'estimande, etc. Il y a donc aussi des DAG ont été aussi introduits dans le contexte de données multidimensionnelles et un message que je pense vraiment très important en fait pour les épidémiologistes, les personnes qui analysent des données de recherche clinique, c'est d'intégrer en fait vraiment le savoir de l'expert est vraiment crucial en fait pour s'assurer de l'exhaustivité du DAG, en fait qu'on a bien envisagé tous les facteurs de confusion et les biais de collision qui peuvent exister dans nos données. Évidemment, le savoir aussi des épidémiologistes qui conçoivent l'essai et qui peuvent alerter sur les problèmes causaux. Donc, après cette première partie, donc lors de la séance du 27 juin, on verra comment émuler des essais cibles interventionnels à partir de données observationnelles. On introduira la notion de contrefactuel. On verra comment on passe un peu du DAG à une méthode d'inférence causale qui est la G-formula. Il y aura une grosse partie sur ce que vous avez sans doute entendu parler, les modèles marginaux structuraux et la pondération sur l'inverse probabilité d'exposition. Et on fera un peu une comparaison des avantages et inconvénients de la G-computation versus l'IPW. Et donc, c'est pas exhaustif, mais j'ai mis quelques-unes des principales références que j'ai utilisées pour faire les diapositives sur cette diapositive de référence. Écoute, très bien, merci beaucoup, Émilie. Avant de laisser la parole éventuellement à des questions sur cette conclusion et cette dernière partie, je tiens à m'excuser pour les problèmes de connexion qu'il y a eu à la fin. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais je vais essayer de mener l'enquête et que ça ne se reproduise pas la prochaine fois. D'accord ? Donc, vraiment désolé.
Pour ma part, je te remercie beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment hyper éclairant et surtout hyper didactique, présenter cette méthode qui, au final, comme toute bonne méthode et grande méthode, permet de revoir des notions qu'on connaît déjà d'une manière différente, comme la notion de biais d'indication, de biais sélection, les données manquantes, les analyses par protocole, le 8TT. Enfin, on voit que tout ça peut être représenté avec ce formalisme d'apparence très simple et qui en fait permet de représenter des situations particulièrement complexes. Donc ça, pour ça, je te remercie beaucoup. Et puis, ce que je retiens aussi de toute ta présentation, c'est que c'est en fait un schéma qui peut permettre de mettre autour d'une même table les épidémiologistes, les méthodos, les cliniciens pour essayer d'enrichir un petit peu l'étude et le design de l'étude au travers de ce schéma qui permet donc de réunir tout le monde autour d'une table. Donc c'est vraiment ça que, au-delà des détails techniques que j'ai vraiment retenus et essayé d'acquérir au travers de ta présentation. Je vais arrêter de parler. Est-ce que vous avez des questions et peut-être Florence a des questions aussi? Je n'ai pas de questions particulières, mais je me joins aux remerciements faits à Émilie. C'était très clair, didactique. Je pense qu'il faut que chacun s'entraîne. Parce que j'imagine bien que les premiers DAG sont peut-être compliqués à créer, surtout si on est dans une situation un petit peu complexe, et puis que petit à petit, on rentre dans cette logique. Je ne sais pas si tu peux nous parler d'ailleurs de ton expérience en la matière, comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai que il y a tout d'abord, voilà, pour répondre un peu aux commentaires de David, c'est vrai que je trouve ça très important que ce soit ce message-là qui soit passé, c'est que voilà, on soit en effet tous autour de la table. Je pense qu'on en est tous convaincus, mais que discuter et que toutes les connaissances finalement que tout le monde a dans sa pratique quotidienne, là finalement le DAG c'est juste un outil pour dire, ben voilà, on identifie ces problèmes de causalité, on en discute avec les experts, on se pose de quelle est la question causale, qu'est-ce que je cherche à mesurer, quelles sont les limites de mes données. Et dans un contexte où on a des puissances de calcul qui évoluent, voilà, ce qui est permis par le data science, l'ouverture des entrepôts de données de santé. Finalement, la connaissance des données et d'intégrer aussi le savoir qu'on a des bases de données, de comment sont recueillies les données, en fait, de problématiques vraiment pratiques, aussi bien dans les essais observationnels, mais aussi dans les essais interventionnels. Finalement, toujours se poser cette question, cette grille de lecture d'un terme de causalité, donc de tracer le DAG. Et finalement, le DAG, il a souvent, je vois les étudiants qui veulent, par exemple, commencer avec les DAG. Comme le DAG, il se doit d'être exhaustif, c'est tout de suite vraiment très, très compliqué. Alors, je dis, oui, certes, le DAG, il doit être exhaustif. Mais quand on raconte l'histoire, on peut s'intéresser à une portion du DAG en disant, à cet endroit-là, j'ai un biais de collider, à cet endroit-là, j'ai un facteur de confusion. Parce que c'est vrai que ça peut être très, 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 très vite, très dense et un peu paralysant. C'était un peu l'exemple qui était donné quand on a regardé les artères endommagées, les maladies cardiovasculaires et puis l'aspirine dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux. C'est vite que la question, elle se complexifie très, très vite. Mais déjà, voilà, un peu comme dans la question de Candice, déjà de regarder, il y a des facteurs de confusion, il y a des biais de collider, et voilà, et d'envisager les problèmes comme ça en faisant simple, ça me semble déjà important. Après, c'est vrai que personnellement, quand j'étais en postdoc, j'avais suivi l'équivalent
d'un module de M2, donc dans l'équipe du programme d'inférence causale à Harvard. Et c'est vrai qu'après, on fait des exercices qui sont, voilà, on code des indépendances conditionnelles sur des DAG et on prend des données numériques et on trace des DAG et finalement, alors, c'était des données numériques très simples qui permettent de faire les calculs avec un papier et un crayon, mais c'est comme ça en fait qu'on a un peu cet entraînement et c'est ce que j'essaie de faire quand je propose des TD sur le sujet. Je ne sais pas si ça répond à la question complètement. Absolument, et d'ailleurs on peut citer le MOOC de Miguel Hernan qui est gratuit en ligne et qui, à la fin de chaque petit chapitre, propose des exercices qui permettent de bien poser les choses et d'avancer petit à petit dans cette formalisation des choses. Et je pense que c'est très aidant. Oui, oui, bien sûr, c'est vraiment d'un point de vue pédagogique, les cours de Miguel sont excellents et je pense qu'il n'y a pas tellement mieux pour s'entraîner. Alors après, il y a d'autres personnes qui ont développé aussi des paquets, enfin des exemples sur R, mais c'est vraiment important en fait aussi et c'est pour ça que c'était important de faire cette séance aujourd'hui, de bien comprendre cette partie-là avant de se lancer tout de suite dans les modélisations d'inférence causale. Parce que finalement, cette partie on réfléchit à la structure des données, c'est vraiment indépendant en préalable et ça peut être même tout à fait relevant de le faire sans faire après de l'inférence causale. C'est vrai d'utiliser juste la partie des DAG pour dépister les biais et ensuite d'utiliser d'autres méthodes pour contrôler les facteurs de confusion. Merci à toi, Émilie, pour cette première étape dans ces séminaires sur l'inférence causale. Et donc, on attend le 27 avec impatience, quitte à réviser un petit peu d'ici là. Exactement. Et donc, comme je l'ai dit, je vais mettre en ligne la vidéo et peut-être aussi, au moins pour les personnes qui ont suivi le séminaire, le diaporama. Voilà, j'ai juste un petit peu de montage vidéo à faire. Raccrocher les différentes coupures. Voilà, désolé encore. Merci à tous. Et en fait, je voulais en profiter aussi pour dire si d'ici la prochaine séance, vous avez des questions de causalité qui vous intéressent, de discuter à l'occasion de la séance, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Enfin, ça m'est arrivé de le faire sous le format d'un atelier INSERM. Parce que justement, encore une fois, la façon d'adopter ces méthodes, c'est plus on en a vu, plus on en a discuté tous ensemble, plus on s'enrichit mutuellement en fait des possibilités offertes par les DAG. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.